Salut la Bulls Nation. Je sais pas trop quoi dire. Enfin, si, mais je sais pas par où commencer parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose d'assez hallucinant et d'assez incroyable. On va parler de tout ça en commençant par le match de mercredi de play-in contre Miami au United Center. Donc, imagine, tu finis la saison régulière en boulet de canon. Tu gagnes quand même 15 de tes 20 derniers matchs. Tes principaux joueurs cartonnent. Tu joues ton meilleur basket, tu prends la confiance au point de décider toi-même que tu vas calculer où tu vas finir au classement pour pouvoir jouer un match à domicile de play-in en faisant tourner à Cleveland à quelques matchs de la fin de la saison régulière. Tu obtiens ce fameux match à domicile que tu voulais tant. Tu signes des records de franchise aux points, aux 3 points, aux passes décisives. T'es sur une bonne dynamique, t'es bien, t'es bien. Et le jour J, mercredi, à domicile contre Miami, tu ponds cette merde. 90 misérables points. Record de saison. C'est le season low. On n'avait jamais mis 90 points cette saison. 39,8% au shoot. 27% à 3 points. Plus de balles perdues, 17, que de passes décisives, 15. Il y a une équipe qui est venue prête, préparée, focalisée sur son objectif et qui a fait les ajustements nécessaires. Et l'autre, elle n'a jamais su mettre en jeu son place et elle n'a jamais eu un plan B au cas où le plan A ne fonctionne pas. Dès les premières possessions, tu vois une équipe du Heat qui a totalement muselé les Bulls en se pointant avec un plan défensif précis. Pas de zone comme ils avaient fait la semaine d'avant sur quelques séquences et qu'on avait battu avec du mouvement. Et justement, pour empêcher le mouvement, raquette peuplée pour contester tous les drives, gêner la circulation de balles, empêcher les cuts et le jeu sans ballon de joueurs comme Horter qui n'a pas existé dans ce match-là par exemple. Ça a totalement fonctionné. Les Bulls n'ont jamais su trouver une solution à ça. Ils ont passé le match à multiplier les positions stériles où ça fonce dans le tas, il n'y a aucun basket collectif, il n'y a rien de fluide comme on voyait sur les dernières semaines. Tout le monde force des shoots dans tous les sens. C'est d'une dégueulasserie absolue. Spolstra a surclassé Donovan, c'est pas étonnant. Personne ne tombe de sa chaise hein. Et le Heat a pulvérisé les Bulls. Il n'y a jamais eu le moins de suspense. Dès le premier quart, c'était clair et net. La différence de préparation d'une équipe et de l'autre. Et quand on était à moins 25 au milieu du deuxième quart-temps, tu savais que c'était... Voilà. Si les Bulls étaient revenus dans ce match-là, ça aurait été le retour le plus énorme qu'ils aient fait dans leur histoire. Remonter 25 points, ils l'ont fait 2 fois en saison régulière. S'ils l'avaient fait là en playoff, c'était le plus gros comeback de l'histoire de la franchise. Mais évidemment, ça n'est absolument... Ça n'a même jamais été, ne serait-ce qu'envisageable. Surtout pas avec une défense aussi ridicule. On n'a jamais fait le moindre effort défensif sur ce match-là. Aucun drive contesté, on ne se met pas en opposition. Pire, on fuit le contact, on est bousculé sur tous les rebonds, on laisse les mecs faire absolument ce qu'ils veulent. Tyler Hero, il a fait ce qu'il voulait sur ce match-là, il n'était pas le seul. Normal. Au final, tu prends 109 à 90 à domicile et ciao, vacances, merci, bonsoir. C'était bien la peine. Là, pendant 2 mois de faire plein d'efforts, faire des fins de match de dingo, de revenir et tout, de se placer, de faire des calculs. Et puis au final, le jour même, le premier match à élimination, à enjeu, tu te fais défoncer et t'existes pas du tout. Kobe White, il termine avec 7 balles perdues sur ce match-là. C'est son record cette saison. En plus d'un affreux 5 sur 20 au tir. Kevin Porter, il n'a pas existé du tout. Vooch, il a eu aucun impact. Guidé, il a eu beaucoup de difficultés à trouver un bon shoot. Et le banc a été très très pauvre, avec notamment la masterclass d'un Patrick Williams des grands soirs. 14 minutes 30, 0 points, 0 sur 2, 2 rebonds, 2 fautes. Le mec, il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça, en interview, il disait I got game.
Mais t'as God Game de rien du tout, mon pauvre. T'es juste. Allez, va voir ailleurs, va voir ailleurs. Phillips, qui était excellent sur les derniers matchs de la saison régulière, il a joué que 1 minute 30 à la toute fin quand c'était plié et on doit se farcir 15 minutes de Patrick Williams. Allez, allez. Non, 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 non. Le seul joueur qui a produit un minimum sur ce match-là, c'est Talen Horton-Tucker. 9 points à 4 sur 6, 3 interceptions. Donc quand tu te dis, le seul mec qui a produit sur ce match s'appelle Talen Horton-Tucker, ça explique tout de suite à quel point on a galéré. Le reste, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Donc, voilà. Saison terminée. Nul à chier comme les autres. Et voilà, maintenant, on va passer à la suite. Et alors, la suite. Parce que dès le lendemain, il y a donc eu les interviews de fin de saison, les conférences de presse avec Arturas Karnišovas et plusieurs joueurs. Arturas Karnišovas qui dit encore et toujours les mêmes choses, quoi. Chaque année, hein, c'est exactement les mêmes. Tu peux te repasser les interviews en boucle. Il va peut-être le dire avec des mots différents d'une année à l'autre, mais c'est la même merde, quoi. On n'est pas content d'où on est. On va regarder comment améliorer le roster cet été. On aura de la marge financière en 2026. C'est plat, c'est dit avec l'énergie d'un croque-mort. Tu ressors de l'interview, tu as envie de te tirer une balle, mais bon, ma foi, c'est voilà. Quelques extraits quand même de quelques déclarations d'Arturas Karnišovas dans cette conférence de presse. Je demande de la patience aux fans. Déjà le culot. Parce qu'on est dans la première année d'une phase de transition. 15-5 sur la fin de saison, on va pas faire un tour d'honneur pour ça, mais on a montré de bonnes choses et on va tenter d'améliorer ce roster et compter sur la progression de nos joueurs cet été pour franchir un palier, blablabla. Je ne pose pas de limite à ce roster, les joueurs comme Kobe ou Giddy peuvent évoluer à un haut niveau. On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois pour améliorer l'équipe, blablabla. On a plein de domaines où on peut s'améliorer, comme les pertes de balles, no shit, qui ont été un souci toute l'année, et notre défense, comme on l'a montré contre Miami. On lui a aussi posé des questions sur Patrick Williams, après son match légendaire contre Miami. Hein. Pat a connu une année difficile, et il le sait. Il avait de plus hautes attentes envers lui-même, et nous aussi on avait de hautes attentes envers lui. Il est en forme, il a 5 mois pour bosser, et on va voir s'il a retenu les leçons de cette saison. Et ben, j'aime autant t'annoncer tout de suite que non. Ça fait 5 ans qu'il retient rien, donc je vois pas en 5 mois comment ça évoluerait. Mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Au niveau des joueurs, donc il y a plusieurs joueurs qui sont ensuite succédés en interview. Il n'y a pas grand chose à retenir, il n'y a rien qui sort du lot, il n'y a pas de déclat. Voilà. Josh Giddey, Kobe White, Vooch, ils ont fait un peu le point sur leur saison, sur le plan individuel. Ils ont parlé de leur contrat, mais sans dire quelque chose d'incroyable non plus. À part Vooch qui dit qu'à son âge, il veut gagner maintenant. Bah, dans ce cas-là, mon gars, reste pas ici, hein, parce que ça risque pas d'arriver là. Et puis les autres, ça a été le classique. Oh, j'y ai pas pensé jusqu'ici, mais j'étais focalisé sur la saison, et puis on va voir cet été, blablabla. Toujours les mêmes merdes. Il y a quand même deux trucs sur lesquels je voudrais revenir un tout petit peu. Déjà, c'est Ayo Dosunmu qui a donné des nouvelles rassurantes après son opération à l'épaule. Il disait que sa rééducation se passait bien, que ça faisait 6 semaines maintenant qu'il avait été opéré et qu'il avait pu enlever l'attelle qu'il avait autour de son bras pour maintenir le bras comme ça. Donc maintenant il va mieux, il peut bouger un peu plus. Il espère pouvoir jouer des 5 contre 5 à partir du mois d'août. Et en attendant, bah, ça va être conditioning, rééducation, etc. Et l'autre déclin intéressant, c'est Lonzo Ball, qui s'est montré rassurant, lui, sur son poignet, qui n'aura pas besoin d'opération. Ça devrait le gêner encore 2-3 semaines. Et ensuite, il pourra vraiment monter en puissance en termes de voilà, bosser tout l'été, bosser sur son jeu. Euh, il a dit qu'il était surpris lui-même de ne pas avoir eu de soucis avec son genou, que ça a très bien tenu, qu'il a joué plusieurs matchs titulaires, qu'il a fait plusieurs matchs de suite à 30 minutes ou plus, et que à ce niveau-là, il a fait mieux que ce qu'il espérait cette saison, même si bon, il a pas toujours, il n'était pas hyper content de ses pourcentages au shoot, malgré souvent des shoots démarqués, etc. Il va bosser sur ça. Il a été pas mal gêné par son poignet aussi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il va, comme il l'a dit lui-même, il est excité parce qu'il va enfin avoir un vrai été où
il va pas faire de rééducation, il va juste bosser sur son jeu, s'améliorer et, euh, et revenir plus fort euh, au, au training camp fin septembre, début octobre, quoi. Donc, euh, et voilà, c'est vrai que on l'a dit dès le début de la saison dernière, le retour de Lonzo Ball, c'est une des belles histoires de cette saison pour les Bulls et pour la NBA en général aussi. Après ces nombreuses opérations qui avaient foiré, celle-ci qui marche, il a joué 35 matchs cette saison, pile comme la première année quand il était aux Bulls. Et à aucun moment son genou lui a posé de problème. Et donc ça, c'est une vraie bonne chose pour la suite. Il y a quand même une base sur laquelle il peut s'appuyer pour voilà, continuer à monter en puissance et retrouver son niveau au fil des années. Donc ça, c'était jeudi. Hier soir, vendredi soir, on a appris déjà, et là, je vais commencer à m'énerver. Je vais commencer à m'énerver. Parce que déjà, le match en lui-même, hein, il a commencé à... Mais alors là, là, on va rentrer dans quelque chose d'assez... Donc, on a appris hier soir qu'il y a déjà eu quelques changements dans le staff. Et la sale nouvelle, mais vraiment la sale nouvelle, c'est le départ de Peter Patton, dont on a parlé plein de fois ici dans les vidéos, pour le taf énorme qu'il a réalisé en 2 ans qu'il était chez les Bulls. Un spécialiste du shoot, et qui était venu voilà, en tant que directeur du développement des joueurs, qui a bossé avec plein d'entre eux. Et il a fait un énorme taf sur les 2 saisons qu'il a fait à Chicago. Tu le vois dans la progression des joueurs, dans leur mécanique de shoot, dans leur timing, etc. La première année, Caruso, on avait tous noté qu'il était bien meilleur à ce niveau-là. Terry et Phillips, sur les 2 saisons, tu vois une progression qui est quand même intéressante. Même cette saison, tu regardes Josh Giddey, la manière dont il shoot en début de saison et la manière dont il shootait sur les 2 derniers mois, il y a un monde d'écart. Et tu peux dire la même chose pour Matas Bouzelis, qui a fini la saison avec des pourcentages plus que corrects à 3 points, alors qu'il n'était pas annoncé comme un shooter à la base. Et ce départ, en fait, selon Joe Coley, qui est un insider des Bulls, il nous apprend que, donc en fait, il y avait une option dans le contrat de Peter Patton pour revenir la saison prochaine, sauf que Arturas Karnisovas a décidé de ne pas le conserver. Et là, c'est grave. Et là, c'est grave non seulement parce qu'il y a plusieurs joueurs qui, en apprenant la news, ont fait part de leur mécontentement, mais pas juste ah ouais, ça fait chier, mais genre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les mecs ont, voilà, encore une fois, selon Joe Cole et l'insider, qui voilà, a des relations dans le vestiaire, il y en a plusieurs qui ont pété un câble, qui ont dit, mais c'est quoi ce délire? Qui ont remis en cause plein de trucs dans la franchise en partant de cette décision de ne pas garder Peter Patton. Tous les joueurs qui ont bossé avec lui étaient méga fans, la progression était top, et là, il a été décidé qu'il ne reviendrait pas. Et donc, non seulement donc les joueurs ont très mal pris ça, et surtout, ça tranche sec, avec une déclat d'Arturas Karnisovas jeudi pendant la conférence de presse, que j'avais gardé exprès pour ça. Donc, je cite Arturas Karnisovas: on retire une certaine fierté du fait que tout le monde dans ce building soit sur la même longueur d'onde et tire dans le même sens. C'est difficile à faire, mais c'est le cas ici entre le proprio, le front office, le coaching staff et tout le reste. Ils ont tous soutenu mes décisions concernant la direction à prendre. Donc voilà. Moi, depuis la deadline où il nous avait sorti des phrases mais absolument inaudibles, quand t'es fan des Bulls, j'avais dit qu'on ne peut pas faire confiance à ce mec-là, à Arturas Karnisovas. Je crois que là, on en a la preuve. On en a la preuve. Il y a eu des histoires avec des membres du staff qui n'étaient pas d'accord avec Arturas Karnisovas, et du coup, ils sont plus là. Dans le même article qui est publié par l'insider des Bulls, Joe Coley, au Chicago Sun-Times, il dit que, en gros, Arturas Karnisovas demande son avis aux autres membres du staff, que ce soit ceux qui bossent avec lui, comme Mark Eversley, ou JJ Polk, etc., mais aussi le staff technique sur un tel ou tel joueur. Mais si quelqu'un a un avis différent du sien, ça coince. Ça coince, et ce serait une piste qui expliquerait pourquoi, ces dernières années, par exemple l'été dernier, on a eu le départ de Maurice Cheeks, qui à la base devait rester avec un temps réduit, et puis au final il est parti et il est allé au Knicks, il a fait toute la saison au Knicks,
Il n'a pas eu de temps ménagé, etc. Chris Fleming est parti l'an dernier du coaching staff aussi. Le VP de la stratégie basket, Steve Weinman, est parti en milieu de saison. Et on se retrouve donc, en fait, avec un vice-président des opérations basket qui s'entoure de gars qui vont juste dire oui à tout ce qu'il dit. Et si t'es pas d'accord avec lui, tu dégages. Il a le pouvoir de virer des gens, d'engager qui il veut. Et justement, bah, il a dit, voilà. Donc, on a un VP des opérations basket qui laisse son ego décider qui est viré, qui reste, qui fait partie du staff. Et c'est quand même gravissime. C'est quand même grave. Je sais pas si on se rend compte. Mais ça montre à quel point aussi cette franchise est gérée de manière totalement ridicule. Il faut quand même bien en être conscient. Combien de fois j'ai dit qu'il n'y a personne dans cette franchise qui fait face à ses responsabilités. Si même Arthur Askarnichovas, qui est dans les très hauts placés de cette franchise, euh, tu tu peux pas lui dire un truc et lui il va dire ah ouais là t'as raison et moi j'ai tort. Non, tu vois le mec il va pas réfléchir. Si tu penses pas comme lui, tu vois si bah, faut pas s'étonner d'aller dans le mur depuis si longtemps quoi. Faut pas s'étonner. Si même un mec comme Arthur Askarnichovas, tu peux pas, tu vois, il est borné et têtu au point voilà, si tu dis autre chose que ce que moi je dis, si on n'a pas le même avis, la porte, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Non, non, ça n'existe pas. On a tous acclamé l'arrivée d'Arthur Askarnichovas en 2020 parce que c'était après Garpax et on pensait que ça pourrait que aller mieux. Mais en fait, c'est tout aussi mauvais. C'est tout aussi mauvais. Et la réputation de la franchise, qui était ridicule déjà à l'époque, et moi j'espérais, et je me rappelle l'avoir dit dans les vidéos à l'époque quand on parlait de l'arrivée de Karin Chovas et des Versley, etc., un des buts que je veux que ces deux gars-là accomplissent, c'est qu'on redore le blason de la franchise, qu'on ait une meilleure réputation auprès des autres équipes et des joueurs pour pouvoir les attirer. Mais c'est encore pire maintenant. C'est encore pire maintenant. Est-ce qu'on est conscient de ça? Le mec a une stratégie, un plan pour 2026 où il veut dégager de la masse salariale pour attirer du gros free agent en 2026, mais il espère faire venir qui? Quel joueur dans son prime et dans son et qui a quelque chose qui se touche là-dedans va dire oh ouais, j'ai 24-25 ans, je vais aller à Chicago, ça va être la folie. Bah, ça va être la folie, mais pas dans le sens que tu l'entends, mon coco. Mais absolument pas. Personne fait ça. On est sur une stratégie qui est vouée à l'échec. Mais comme dans ces bureaux-là, euh, si quelqu'un dit je suis pas sûr que ça fonctionne, il dégage. Ah voilà, pour le coup, on est tous sur la même longueur d'onde dans les bureaux. Oui, bah oui, oui, parce que si tu l'es pas, tu dégages. Donc forcément, voilà. Donc on en est là. On en est là. Et bah c'est propre. C'est là pour l'avenir, c'est quand même c'est radieux, hein, c'est vachement intéressant. Non, franchement, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est bien géré, hein, enfin bon, c'est pas nouveau à Chicago, mais enfin là, c'est quand même hardcore. Mais franchement, je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte. Mais là, c'est quand même un sacré bordel. Et puis comme on a un proprio qui n'en a absolument mais rien, rien à carrer, bah ça risque pas de bouger. Donc voilà, on va se farcir encore des années d'Arthur Askarnichovas qui va faire un peu ce qu'il veut. Et surtout, bah, rien de bien bon. Parce que si tu oses aller lui dire je suis pas certain que ça fonctionne, tu dégages, bon bah voilà. Bien les Bulls, bien les Bulls, c'est parfait, c'est parfait. Euh, je ne vais pas faire beaucoup plus long, je voulais juste parler de la draft parce que donc on ne connaît pas encore la date de la loterie, on sait que ça va être courant mai à Chicago. Euh, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé cette nuit qui fait qu'il y a des très légères modifications. Donc on a terminé, au moment du play-in, on était avec la 13e place. Et avec la qualification de Miami cette nuit en playoff, parce que eux ils sont allés battre Atlanta en prolongation à Atlanta, donc eux ils continuent, ils vont en playoff, hein, pendant que nous, voilà. Euh, Ajouté à la défaite de Dallas, la conséquence de tout ça, c'est qu'on est actuellement à la 12e place, parce que du coup Miami, ils vont en playoff, donc ça libère une place dans les 14 premiers, vu que c'est des équipes qui ne vont pas en playoff. Donc c'est Atlanta qui prend cette place.
Dallas, eux, ils n'ont pas pu se qualifier pour les playoffs, donc ils restent dans les 14 équipes pour la loterie, mais ils ont le même bilan que nous. Ils ont terminé en 39-43 comme nous. Et donc la NBA va procéder à un tirage au sort un peu au hasard. Enfin, tirage au sort au hasard, c'est pas rien dire ce que je viens de dire. Un tirage au sort, c'est forcément du hasard, pour nous départager et savoir qui de Dallas ou de Chicago sera 11e ou 12e. Sachant que si on est 12e, ça nous fait 8% de chance de monter dans le top 4 et 1,7% de chance de choper le premier pick. Si on est 11e, ces pourcentages-là montent à 8,5% d'accéder au top 4, 1,8% d'avoir le premier choix. Donc c'est des différences assez minimes. Mais ce qui est aussi à noter, et c'est très important, c'est que si on termine 11 ou 12e, le seul moment où on va grimper, c'est pour aller dans le top 4. On ne peut pas finir entre 5 et 10 si on est 11e, ou entre 5 et 11 si on est 12e. Les seules positions qu'on peut choper avec la loterie, c'est de rester à la place où on est. Donc, mettons, on est 11e. On peut rester à cette place de 11e, ou descendre 12, 13, 14, ou monter top 4. Mais entre 5 et 10, tu peux pas y aller. Et si tu es 12e, même chose, entre 5 et 11, tu peux pas y aller. Tu peux que rester à ta place, descendre 13, 14 ou monter top 4. Parce que, en fait, il n'y a que les 4 premiers pics qui sont déterminés par les petites boules à la loterie. Et ensuite, c'est déterminé avec le bilan. Donc, si tu as une équipe qui était 10e, 11e, donc juste devant les Bulls, qui grimpe, ensuite, eh ben, ça fait redescendre les autres. Je ne sais pas si c'est assez clair. Mais en gros, donc là, tu as les 14 pires bilans de la ligue qui sont dans un certain ordre. Et ensuite, juste les 4 premiers sont déterminés par les Bulls. Et ensuite, une fois que ces 4 premiers sont faits, toutes les équipes qui restent, c'est en fonction de leur bilan. Et comme le bilan des Bulls, 39-43, il est quand même pour la loterie pas terrible, et ben voilà, c'est soit on a nos 8 ou 8,5% de chance de monter top 4 et on monte top 4, mais c'est la seule manière de monter, on n'ira pas plus haut. On pourra faire que top 4, mais on ne pourra pas monter 7, 8, 9, etc. Voilà. Donc voilà. On verra si on va finir 11e ou 12e, et ensuite on verra la loterie si on bouge ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la draft NBA, elle est le 26 juin, et on aura le pick 45 au deuxième tour. Ça, c'est acté. Et après, maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer où on sera au premier tour. Du coup, notre saison est terminée. Je sais pas vraiment quand je vais refaire de vidéo, à moins qu'il y ait d'autres infos de ouf, comme des types encore virés dans les prochains jours. Mais je pense que ça fera plus des brefs Twitter que vraiment des vidéos entières pour revenir sur ça. Donc je sais pas trop quand on va se revoir, à moins d'une breaking news, un truc ouf. Mais on va quand même prendre le temps de se reposer parce que cette saison, elle a été extrêmement, extrêmement fatigante. Mentalement, je me rappelle qu'à la coupure All-Star, j'étais lessivé, lessivé. J'en suis pas à ce point-là, mais ça va quand même être bénéfique de prendre un petit peu de recul, de se reposer un petit moment quand même. Donc à moins d'une grosse news, ou peut-être que je ferai des vidéos pour revenir sur les saisons de tel ou tel joueur, faire un peu un bilan joueur par joueur, je sais pas encore, je sais pas. Mais là, avec l'actu là d'hier, là ça m'a plus gonflé qu'autre chose et je pense que je vais m'éloigner quelques jours et me focaliser sur les playoffs déjà, donc on verra pas les Bulls et ça fera du bien. Et aussi sur la saison WNBA qui va démarrer le mois prochain. Et là, il y a eu la draft justement très récemment. Et donc, je suis pas mal impliqué sur ça. Je pense que beaucoup d'entre vous savent que je suis le Sky, le Chicago Sky, et que je tiens le compte Chicago Sky FR sur Twitter. Donc, si ce n'était pas le cas, maintenant vous le savez, allez me suivre là-bas aussi pour suivre la saison WNBA parce qu'elle risque d'être plutôt sympa, voire même beaucoup plus que ça. Donc, on se retrouve sur Twitter et puis prochaine vidéo, on verra bien. On verra bien. Mais de toute façon, il y aura toujours Twitter pour, euh, pour se tenir au courant, garder le contact
tout ça. Donc, d'ici la prochaine fois, à très bientôt. Des bisous, profitez des vacances, reposez, hein, relâchez un peu, et puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.